Bonjour à tous et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Aujourd'hui, on va faire une interview pour tous les créateurs de contenu qui veulent en savoir plus sur ce qui rend un contenu captivant et addictif. Aujourd'hui, je reçois une auteure, une créatrice de contenu, une consultante média qui vit à Los Angeles. Vous l'avez peut-être déjà vu dans votre poste de télévision, c'est une experte du confinement. Elle a tenu 13 semaines enfermée dans une maison sans contact avec l'extérieur et elle vient de sortir un livre qui s'appelle 13 semaines. Bonjour Morgane, Bonjour! comment ça va? Eh bien, écoute, ça va bien. Je suis très contente que le livre soit sorti et j'ai hâte que les gens le découvrent. Mais et alors, on va en parler parce que moi, je t'avoue, ça m'a scotché. Je l'ai lu très rapidement. Je l'ai lu en 2 jours. Je voulais le finir le premier jour, mais il était déjà tard. Donc, ma femme, elle Ouais. m'a dit: «Ah, on dort maintenant». Je fais: «OK, d'accord». Donc tu vois, c'est ça, c'est ce pouvoir addictif, ce pouvoir captivant qu'on cherche un peu. Alors, chers spectateurs, je vous explique comment on s'est rencontré avec Morgane. En 2012, on a dû se croiser en soirée, on fait connaissance, c'était entre mars et avril 2012, je pense. Et à l'époque, moi, j'étais déjà en discussion, donc depuis 2010, avec une grande boîte de production pour faire une émission de télé du genre Célim le grand frère, ok, une version séduction de Pascal le grand frère. Alors, quand la directrice de casting, elle m'a appelé pour me faire venir, je pensais qu'on allait faire avancer le projet, mais pas du tout. En fait, ils voulaient juste me faire rentrer dans la maison des secrets de l'été 2012 sur TF1. Alors, je vous explique rapidement, je remets le contexte. Ça faisait 2 ans que je m'occupais du site artdeséduire.com. On faisait 1 million de visites par mois, donc je m'étais dit, viens, rentre dans la maison des secrets, comme ça tu vas te faire connaître et on pourra vendre ensuite des formations, on pourra vendre des livres, on pourra vendre le coaching encore plus cher. Mais il y a plusieurs éléments qui m'ont fait douter. Et un soir, donc quand j'ai rencontré Morgane, je lui ai demandé et elle m'a dit non, ça n'en vaut pas forcément la peine, mais je ne peux pas te dire pourquoi. 8 ans plus tard, ça y est, on est en 2020. La clause de confidentialité de Morgane est enfin levée et Mhm. on peut parler de l'envers du décor, des contrats, des conditions de vie dans une télé-réalité. Vous êtes sur la chaîne du copywriting et je veux que cette interview, elle vous soit utile. Donc, vous aurez accès aux techniques de la prod pour inciter fortement les candidats à signer. On commence tout de suite avec Morgane. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Le livre vient de sortir. Tu fais quoi depuis la sortie du livre? Alors, depuis la sortie du livre, je fais des interviews, je fais des posts sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, curieusement, Instagram marche vachement bien, alors que d'habitude, je poste beaucoup sur YouTube et YouTube, c'est plutôt mon premier réseau social. Là, Instagram a pris le dessus sur YouTube et il est plus efficace en ce moment pour la sortie du livre. Mais bon, je m'adapte tout le temps aux réseaux sociaux, aux trucs. Là, je me suis mise à IGTV, donc c'est le nouvel apprentissage de cette fois-ci. Mais ouais, je suis un peu sur tous les fronts parce que bah, voilà, les premières semaines sont décisives et que j'ai attendu 8 ans pour parler, donc maintenant je parle tout le temps. C'est ça, il faut que ça sorte. Ta Ouais. contenu, tu sais, c'est un peu comme un barrage. Imagine, c'est un barrage, ça Voilà. s'accumule, ça s'accumule. Alors, pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre? La question du pourquoi, toujours Ouais. vitale. Pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre? Pourquoi ce livre? Parce que moi, quand j'ai participé à Secret Story, c'était en 2011. Je suis restée 13 semaines sur 14 dans la maison. Et en fait, ce que j'ai vécu de l'intérieur, c'est quelque chose que les gens ne voient jamais à la télévision. Et c'est quelque chose de complètement impensable en termes de malhonnêteté, de manipulation, de plein de choses. C'est malheureux, hein, mais je le dis parce que je prends plus de pincettes. Maintenant, j'en ai pris pendant longtemps, mais j'en prends plus. Et donc, je voulais en parler parce que voilà, le processus Secret Story, télé-réalité et tout, ça consiste vraiment à prendre des gens, des candidats ou des futurs candidats, parce que souvent c'est la production qui te démarche, et en fait à les convaincre de participer en utilisant des méthodes et en mentant, en dissimulant complètement sur la réalité de ce qui va se passer. C'est beaucoup, beaucoup de manipulation et de mensonges ou de dissimulation à caractère mal intentionné, mais ou malveillant. Mais voilà, et du coup, je me suis retrouvée dans la télé-réalité. Après, pendant la télé-réalité, c'était pareil, plein de manipulations. Tout était fait pour nous pousser à bout, pour nous faire craquer, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent des images chocs, des crises de larmes, des Bien crises de... sûr.
etc. Et je sors de là un peu, enfin pas un peu, mais vraiment très perturbée par tout ce que j'ai vécu. Et je ne peux pas en parler puisque j'ai une clause de confidentialité énorme que je ne peux pas briser. Sinon, on va me faire payer déjà une amende de 15 000 euros. Ensuite, un préjudice, il faudra que je répare le préjudice estimé des dommages que j'ai causés parce que j'ai dit et tout. Donc, je ne pouvais pas en parler, mais je me suis toujours dit, un jour, je vais en parler et je vais dire ce qui s'est passé parce que c'est pas normal qu'une émission comme ça, de grande écoute, tu vois, qui passe en access prime time toute la semaine sur TF1 et tout à l'époque, se passe comme ça et que ça ne se sache pas. Et surtout parce que les boîtes de production méprisent complètement le public à Bien qui sûr. ils présentent ces émissions. Pour eux, le public, c'est vraiment des moutons, des bœufs. C'est vraiment, on va leur faire une émission comme ça. On s'en fout si c'est des trucs qui sont très racoleurs et tout. Nous, on veut les garder à coûte que coûte, tu vois. On méprise les gens, on va juste les faire rester devant leur poste en utilisant des techniques pour vraiment pour qu'ils s'attachent, pour qu'ils soient choqués, captivés et qu'on les garde à l'écran, même si en soi, ce qu'on leur montre, c'est du contenu qui est trafiqué, qui est bidouillé, etc. Et donc ça m'a énervé et je me suis dit, j'en parlerai. Donc voilà, j'ai fait un livre et j'ai pu tout dire. Et je suis contente parce qu'un livre, ça laisse une trace, tu vois. C'est Maintenant, ça. ce livre, il sera là. Exactement. Et sur la télé-réalité, c'est vrai qu'en France, on n'avait pas grand-chose. Bon, il y a déjà les 2 livres dont tu parles d'ailleurs, hein, les 2 livres que tu as découverts, donc celui de Barterotte, l'île de la, non, l'île d'une, La non, la tentation du tentation du Nil. Nil, exactement. Et l'autre sur C'était Secret Story 3. Donc celui-là, Oui. pareil, je l'ai pas vu. Tu vois, je l'avais pas vu sortir. Moi non plus. Barterotte, je l'avais lu en 2008, 2009, Ah ouais, quand il était. Ouais, ouais, ouais. ok. J'avais déjà lu parce que moi, ça a toujours été un domaine de manipulation, tu vois, de fraude, de trafic qui m'a Ouais, ouais, ouais. toujours Ouais. intéressé. Alors, la question que je veux te poser, là, en termes de auteur, là, on parle écriture. Comment tu fais pour écrire 8 ans après? Quand est-ce que tu l'as écrit, en fait, le livre? Bah, en fait, je l'ai écrit un peu pendant 8 ans. Disons que dès la sortie de Secret Story, j'ai commencé à prendre des notes, j'ai commencé à écrire. Et comme je ne pouvais pas parler de ce que je voulais dire et aussi de ce mal-être que j'avais après l'émission, parce que j'avais l'impression voilà, de m'être fait avoir, que c'était l'arnaque du siècle et tout. Et donc, quand je me sentais pas bien, en fait, je prenais des notes, je prenais mon Mac et je me défoulais sur un document Word et je notais dans des carnets. Donc, j'ai pris des notes pendant 7 ans quand même sur tout ça. Et après, quand le moment d'écrire le livre est arrivé, bon, il a fallu que je me pose la question de comment on structure, comment on fait et tout. J'ai choisi un récit chronologique parce que je voulais que les gens puissent suivre vraiment la progression Bien sûr. mentale mais physique aussi qu'on vit en tant que candidat. Et donc la forme chronologique s'est imposée. Et après, bah, il faut relier et tout. Et c'est marrant parce que pendant que je l'écrivais, j'avais vraiment une peur. C'était de ne pas être assez captivante tout au long du livre pour retenir les gens. Et j'avais peur que les gens ils s'ennuient à un moment donné. Je me disais, s'il y a un temps creux, ils vont poser le livre, ils vont le laisser de côté, ils vont plus jamais le rouvrir et tout. Et j'avais la pression pour ça. Et je suis contente parce que des retours que j'ai, en fait, non, il se tient bien, il se lit vite, il y a une intensité. Donc pour ça, je suis contente. C'est ça, je confirme, il se lit très bien et il se lit très très vite et on veut savoir jusqu'au bout, on veut savoir comment ça va se terminer cette histoire. Donc, ouais, d'un point de vue structure et storytelling, vraiment vraiment canon. Quand tu l'as écrit, je me posais aussi la question, tu te servais des émissions, tu regardais les replays, tu as eu accès aux émissions, c'est Oui. tes proches avaient enregistré, comment t'as fait? Alors nous, on avait tout enregistré à l'époque. Heureusement, parce que depuis, les émissions sont extrêmement difficiles à avoir. Endemol avait posté toute la saison 5 sur YouTube, les quotidiennes, les primes. Et en fait, comme j'avais fait une vidéo YouTube où je parlais des coulisses de la télé-réalité avant le livre, et que c'est une vidéo qui a été énormément vue par presque 4 millions de personnes maintenant. Ouais, quand Donc, même. donc elle a beaucoup tourné, elle a fait un peu scandale. Et en fait, 3 jours après, Endemol a retiré tous les épisodes de la saison 5 de YouTube parce qu'il y avait plein de gens qui allaient voir pour décortiquer, puis qui commençaient à repérer des choses sur le montage, sur plein de trucs. Donc, ils ont tout enlevé et c'est devenu après hyper difficile. Après, ils en ont remis quelques-unes, mais pas tout, donc tu peux pas suivre et tout. Je suppose qu'ils se sont bien gardés de remettre les plus compromettantes. Et du coup, tu peux pas tout voir, mais moi, je les avais. J'en ai regardé, enfin, j'ai re-regardé toutes les quotidiennes, tous les primes pour écrire le livre, pour bien me remémorer. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais regardé quelques quotidiennes, j'avais vu les manipulations du Bien montage et tout, ça sûr. m'a écœurée, j'avais pas pu regarder. Au début, j'étais contente, je me disais, ah, trop bien, je vais me voir, je vais voir mes copains et tout. J'ai regardé 3 émissions, c'était niette, c'était fini, c'était genre, ah, je peux pas. Et puis en fait, là, j'ai tout re-regardé, c'était pas évident, mais au moins, j'ai vu aussi vraiment les différences entre ce que moi je sais qui est arrivé dans la maison et ce que je vois au montage où je me dis, ah, d'accord, ah, il manque des informations là quand même. Ouais, Hein. bien sûr. Ouais, ouais.
Bien sûr, ça doit pas être évident. C'était un ami à toi, du coup, qui m'avait mis en garde là-dessus aussi, de la même saison que toi, c'est Morgane, Ah bah oui. qui m'avait raconté un épisode avec, une araignée où il m'avait dit: «Non mais attends, en fait, un jour, j'ai vu une araignée, j'ai flippé, j'ai dû crier, j'ai fait: "Ah!"», tu vois? Comme ça et il m'a dit: «Au montage, on le voit et ça fait: "Ah! Ah! Ah!"», genre, tu vois? En Ouais, intensifiant ouais, le ouais, truc ouais. pour le côté vraiment hystérique de la chose et c'est vrai qu'en fait, du coup, tu n'as pas accès à tu peux pas maîtriser ton image, tu peux pas maîtriser ta marque, en fait, quand tu rentres dedans, quand tu rentres dans l'histoire. Ah ouais, c'est ça, bah, tu rentres et en gros, moi je croyais voilà que, qu'on allait nous laisser vivre notre vie dans la maison, c'est une compétition et je me disais: «Bon, bah, une fois qu'on rentre, c'est on est à armes égales et puis voilà» et en fait non, en fait la déjà la production décide de te coller une étiquette parce qu'eux, ils ont une émission qui fonctionne sur le stéréotype. Bien Voilà, sûr. sur le stéréotype, sur l'histoire avec les grosses ficelles et du coup, ils se disent vraiment: «Bon alors voilà, elle ça va être la bimbo, lui ça va être le dragueur, celle-là ça va être la peste et puis on va les mettre en couple, ceux-là, puis elle va les faire chier, ensuite on les fait rompre et tout. Tu vois, ils sont dans ce truc-là, ils ne recherchent que ce qu'ils pensent être des bonnes images de télévision, c'est-à-dire des gens qui se mettent en couple, des clashs et des insultes, etc. Et ensuite des ruptures. Et du coup, bah, moi je suis rentrée, on m'a demandé de faire plus de clashs, etc. Alors que j'ai pas une personnalité conflictuelle, j'aime pas ça, je suis plutôt pacifique et tout. Et du coup, je me suis pris des coups de pression de la production en me disant il faut que tu sois plus agressif, il faut que tu fasses des clashs et tout. Et moi, je voulais pas le faire. Et donc, finalement, ils m'ont collé une étiquette de victime qui pleure tout le temps, qui se fait tout le temps marcher dessus et voilà, qui se fait dépasser tout le temps par les événements parce que je voulais pas leur donner des clashs et tout. Donc, du coup, ils m'ont mis une étiquette de victime et ça a été dur. Après, quand je suis sortie de Secret, j'avais plein de gens qui me disaient ah oui, mais toi, t'es très sensible, toute petite, nanana. Et j'avais envie de dire non, je suis pas comme ça. Enfin, tu vois, c'est dur après quand les gens te parlent d'une façon parce que eux, c'est ce qu'ils ont vu, tu vois. Bien sûr. Après, tu vis avec le jugement que les gens ont de toi par rapport à ces images qui étaient déformées, ce qui est hyper perturbant parfois. Alors moi, dans mon cas, ça va, entre guillemets, parce que c'était pas une trop mauvaise image. Je me rappelle encore, le producteur, quand je suis sortie, il me dit «Oh, Morgane, t'as une des plus belles images de la saison, tu vas adorer et tout. Je regarde les images après, je me dis mais il se fout de ma gueule. Et donc, tu vois, si ça, c'était une des meilleures images, j'imagine pas ce que ça a été pour les autres, parce qu'il y en a qu'on a fait passer vraiment pour des goujats. Hein. Bien sûr. Ah mais ça Ah c'est ouais, évident. Du coup, la question qu'on peut se poser maintenant, OK, on savait déjà un petit peu que la télé-réalité, c'était pas complètement clean. Toi, ta caractéristique, alors dans le livre, tu l'expliques rapidement, hein, il y a 5 critères qu'on recherche chez des candidats: le physique de rêve, l'histoire de vie incroyable, un duo ou un trio, une personnalité intéressante et un don ou une capacité spéciale. Toi, c'était quoi ta caractéristique clé, ton pourquoi? Pourquoi ouais. est-ce que tu es rentré dans la maison des secrets? Moi, clairement, ma caractéristique clé, c'était mon secret. C'était que j'arrivais avec un gros secret, avec une grosse histoire de vie, puisque à l'époque, j'ai fait Secret Story avec pour secret, mon père s'appelle Brigitte. Et c'est un vrai secret. J'ai un papa transgenre qui a une double vie, qui n'est pas transsexuel. Il passe du féminin au masculin. Il ne veut pas choisir entre l'un et l'autre. Et du coup, Endemol avait entendu parler de nous. Et enfin, ils avaient d'abord entendu parler de mon papa, Brigitte Boréal, un papa transgenre avec une fille et qui parle de sa famille aussi à l'écran parce qu'on avait fait un documentaire. Donc, ils avaient entendu parler de ça et pour eux, c'était vraiment une bonne histoire à mettre dans l'émission parce qu'ils voulaient quelque chose qui choque un peu les gens et en même temps qui était vrai. Tu vois, les gays, c'est trop normal pour eux, donc ils veulent encore plus croustillant. Donc, ils étaient sur le transgenre et ils nous ont approchés avec cet argument de dire nous, on veut utiliser la télé-réalité pour faire passer des beaux messages. Cette année, ce sera complètement différent. On a besoin de vous pour changer l'image de la télé-réalité et pour faire évoluer les mœurs. Venez avec nous dans Secret Story. On trouve ça génial, votre famille, votre histoire et tout. Donc, nous, ils nous ont approchés comme ça. Et c'est vrai que, bon, bah, moi, j'y ai cru. J'avais 20 ans. Et quand on me dit ça et qu'on me dit que j'ai une chance de pouvoir faire passer un message pour la tolérance et pour, voilà, de dire que je suis fière de mon père, qu'on peut avoir une famille avec un membre à composante LGBT sans que ce soit un problème ou bien au contraire, pour moi, ça a été plutôt une richesse. Du coup, voilà, je me suis dit, je vais faire Secret Story. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais pas forcément partante pour le faire et que c'est vraiment eux qui nous ont démarchés. Et d'ailleurs, au début, on leur a dit non, on n'est pas intéressés. Et là, ils nous ont dit, après 5 appels et des messages Facebook et tout, ils nous ont dit, bon, écoutez, à mon père et moi, venez nous voir à la Plaine Saint-Denis, dans les studios, dans des malls et tout. On prend un café, on discute. Si vous êtes toujours pas intéressés à la fin, on vous laissera tranquille.
Bien sûr. Nous, au final, on se dit, bon, bah écoute, ok, on va aller prendre un café avec eux, ça n'engage à rien, et on parle, et puis voilà. Et puis aussi, au final, peut-être qu'ils nous laisseront tranquilles après. Et en fait, on va à la Plaine Saint-Denis et tout. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a fait passer un casting déguisé. On s'attendait pas du tout à. Je sais pas si ça s'est passé aussi comme ça pour toi, mais tu viens pour discuter et puis en fait, après 15 minutes d'introduction, on te tend des documents, on te dit tiens, on te laisse signer ça, on revient. Là, tu regardes le papier, c'est écrit dossier de candidature pour Secret Story et on te dit non, non, mais c'est parce qu'il y a une clause de confidentialité dedans, c'est la procédure, il faut signer, nanana. Après, c'est pas ce document-là qui te force à participer, mais déjà, tu arrives, on te fout un doc dans les mains, on te dit clause de confidentialité, il faut signer. En même temps, c'est un dossier de candidature. Donc, tu commences à répondre à des trucs. Après, ils reviennent et ils nous disent ah, bah, puisque vous êtes là, on va vous faire passer un essai vidéo. Bah, puisque vous êtes là, venez, on vous fait passer les screen tests et tout. Donc, après, on m'amène dans une autre pièce, on nous sépare. On m'amène toute seule dans une autre pièce. On me dit tiens, assieds-toi là, il y a un tabouret, un projecteur braqué sur le tabouret, une caméra. Je m'assois sur le truc, j'ai l'impression d'être toute seule dans un truc, tu vois, j'ai un projecteur dans la gueule, eux, ils sont derrière la caméra, ils commencent à me parler, ils me disent, bon, bah vas-y, présente-toi et dis-nous pourquoi tu veux faire Secret Story. Et là, tu vois, je me suis penchée comme ça. Je leur ai dit non, mais alors en fait, non, je veux pas spécialement faire Secret Story. C'est vous qui m'avez demandé de venir. Et là, le producteur me dit non, non, mais Morgane, joue le jeu et tout. C'est pour voir comment ça rend, machin. Donc vas-y. Et puis, tu sais, c'est des trucs, ça se passe très vite. Et C'est ça. quand t'es pris dans le moment, t'as pas forcément le temps de dire waouh, 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 attends 2 secondes. Donc, moi, il me dit vas-y, joue le jeu. Il présente ça comme un truc un peu fun et tout. Je me dis bon, bah vas-y, je le fais, tu vois. En plus, j'ai 20 ans, j'ai pas encore le poids ou l'audace parfois de dire à des gens non, 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 attends, je fais pas ton truc que tu me demandes de faire. Ils sont là, ils sont en face de moi, producteurs, directrice de casting et tout. Donc je le fais et après je sors et ils emmènent mon père dans la petite salle pour faire le screen test. Et après ça, bon, bah, puisque vous êtes là, on va vous faire passer la visite médicale. Et donc là, Normal. mais C'est ouais, c'est ça. Et principe là, d'engagement, hein. Une fois que tu as exact. mis le doigt dedans, c'est l'engrenage. Une fois que tu commences, ça ne s'arrête plus et c'est ce que tu dis donc du coup de mémoire, c'est tu passes la Ouais, journée là-bas. ouais, on est arrivé à 10h30, on est reparti, il était 17h pour un café. Et donc voilà comment ça se passe, le café juste pour discuter. Et puis en plus, pendant toute la journée, tu as des gens qui viennent, qui se présentent. Donc tu as rencontré 10 personnes, tu vois, c'est pas juste 2 personnes qui t'ont parlé, c'est 10 personnes, tout le monde a été super sympa, tu as fait des grands sourires et tout. Et puis à la fin de la journée, le producteur nous dit, bon, ben, on va présenter votre profil à TF1, on va voir si TF1 valide votre profil, on croise les doigts et tout. Donc nous, on se dit, bon, bon, bah, ouais, ils font ce qu'ils veulent, ok, hein, on va rentrer chez nous quand même là. Et donc, on rentre à la maison. Moi, je me dis, écoute, je pourrais toujours dire non plus tard. Tu vois, on n'avait jamais spécialement accepté d'être candidat, mais tu vois, Ouais, il rentre dans le truc. Et c'est ce que tu disais, c'est petit bout par petit bout. Et après, moi, on m'a rappelé, on m'a dit, et le producteur me dit, eh ben Morgane, super nouvelle, cet été, tu pars en vacances dans la maison des secrets parce que TF1 valide ton profil. Et là, je me dis, mais putain, j'ai jamais dit oui, tu vois. Et on est au téléphone et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? Donc, sur le coup, je lui dis, je ne sais pas encore si j'ai vraiment envie de le faire, en fait. Donc, je vais réfléchir, je te rappelle, tu vois, au moins, j'ai réussi à faire ça. Je raccroche, j'appelle mon père, on en discute, mais tu vois, quelque part, moi, je pense que psychologiquement, ils étaient malins. J'avais déjà commencé bien à sûr. visualiser le truc et à me dire, putain, c'est vrai que ça serait peut-être une opportunité de parler de mon père et qu'est-ce que je donnerais si j'étais dans une télé-réalité, tout ça, tout ça. Et là, on te rappelle, on te dit, ça y est, t'es validé. En plus, le producteur, à un moment, me dit, eh, je te fais une confidence, ils t'ont adoré chez TF1, t'es la C'est candidate ça, préférée du directeur et tout. Donc, tu vois, ça forcément, ça devient différent. T'as rencontré des gens sympas, tu t'es lié aussi humainement, hein, parce que ça joue comme facteur. Donc, tout ça a fait que finalement, j'en ai parlé avec mon père et on s'est dit, bon, bah écoute, c'est vrai que TF1 en prime time et en termes de public touché et d'impact, on peut difficilement faire mieux que ça pour toucher des populations enfin, tu vois, des jeunes ou des gens qui n'ont jamais peut-être vu une personnalité transgenre et qui ont peut-être des préjugés. Et si on y va et qu'on est là, un père et une fille, et qu'on leur montre, bon, bah, il y a rien de choquant, il n'y a rien de problématique, juste on s'aime. Et mon père, bah, il a envie parfois de se sentir femme pour se sentir bien et il n'y a pas de problème, tu vois. Et donc, nous, c'est ce qu'on voulait montrer. Et donc, finalement, c'est comme ça que j'ai fait Secret Story. Mais déjà, dès le départ, c'était toute une aventure, quoi. c'est ça, c'est vraiment alors là, dans tout ce que tu as décrit, on a vraiment à boire et à manger. Il y en a énormément pour
le public qui vient pour apprendre un peu des techniques de copywriting. Donc là, moi, j'ai envie de parler de techniques d'influence et de manipulation qui ont été utilisées pour te faire signer le contrat. Donc, pour revenir là-dessus, je fais juste un bref rappel. En tant que tel, les principes de persuasion, ils sont neutres. À la base, ils sont ni bons ni mauvais. Ok, les principes dont on va parler, ils ont pour but de convaincre un client, une personne, d'acheter, de cliquer, de télécharger une application, de signer un contrat, comme ce qui est arrivé, ou une pétition. Tous ces principes de persuasion, vous devez les connaître si vous voulez vendre davantage et faire décoller votre business, évidemment. Si vous les utilisez bien, on parlera d'influence. L'influence, c'est positif et le résultat, il bénéficie aux deux parties. Donc ça, c'est ce que clairement, ils essaient de te faire croire. Ok, quand ils te recrutent, c'est ça va être bon pour nos audiences, ça va être bon pour toi et la communauté dont tu as envie de parler. Maintenant, si vous utilisez mal ces principes, ce qui s'est passé, on parlera de manipulation. La manipulation, elle est négative. Le résultat, il ne bénéficie qu'au menteur. Donc, je prends toujours un peu l'exemple de, j'allais dire, l'exemple d'un stylo. Ok, un stylo, c'est neutre, c'est ni bien ni mal. Avec ce stylo, vous pouvez faire le bien et composer des poèmes, écrire des chansons, rédiger des traités de paix ou des pages de vente. Mais avec un stylo en prison, vous pouvez aussi poignarder quelqu'un. Enfin, je dis en prison, ça peut être aussi dans la maison des secrets, hein. Ouais. Visiblement, il y avait des histoires de stylo là-dedans. Donc, Alors oui, ce, oui. pardon, Vas-y. Non, excuse-moi, je te coupe pas, ce vas-y. dont on va parler, du coup, les principes à la base, ils sont neutres. Donc, c'est à vous, spectateurs, d'apprendre à les manier pour faire le bien autour de vous. Alors, je voulais commencer avec le principe numéro 1. Quand ils te disent, c'est pour vous qu'on fait ça. OK? Donc là, c'est à la page 17. Mais surtout, ils te disent, mais surtout, vous pourrez faire passer un message. Ce sera une occasion en or de parler du troisième genre et de la communauté LGBT. C'est pour vous qu'on fait ça. Comment tu réagis? Bah, moi, sur le coup, en fait, je sais pas, la façon dont il me l'a dit, le producteur, il nous parle bon, déjà, ils savent, en fait, que la télé-réalité a mauvaise image, donc ils ont désamorcé ça en amont. Quand ils nous disent, cette année, ce sera différent, on veut changer l'image de la télé-réalité, ce sera que des belles personnes avec des beaux secrets et tout. Déjà, tu vois, ils minimisent, ils amortissent le côté mauvaise image de la télé-réalité. Et là, le producteur nous dit, en plus, voilà, ça, la télé-réalité, c'est à ça que ça peut servir, à faire évoluer les mœurs. Ça nous sert aussi à œuvrer pour la diversité et tout. Et je sais pas, en fait, le fait de présenter ça comme ça, ouais, ça me fait voir une possibilité que j'avais pas vue avant. Pour la télé-réalité, et puis le fait qu'il me parle de ma famille, de mon père, qui me donne une mission en me disant tu peux faire évoluer les mœurs, changer les mentalités et tout, forcément d'un seul coup je le vois sous un autre angle, et ça change toute ma vision de l'émission, parce qu'une fois qu'il me met ça dans la tête, c'est vrai que moi, d'un seul coup, je me dis, non seulement j'ai peut-être une responsabilité d'accepter ça, de remplir une mission par rapport à ça, et en plus de ça, d'un seul coup, c'est vrai que c'est plus, ça devient une opportunité pour moi. Bien sûr. Ça ne fait pas avant. C'est ça, et c'est ça, c'est vraiment, c'est ça qui est bon en termes de décryptage, je te dirais, c'est vraiment de l'égoïsme déguisé en altruisme. Tu vois, c'est comment réussir à faire passer l'intérêt donc, de la prod et de TF1 pour non, non, mais oh, c'est pour vous, Morgane, c'est pour votre famille, c'est pour la communauté. Ça, c'est vraiment très, très balèze, mais c'est mal, c'est très, très mal. Le deuxième principe, tu en as parlé aussi juste avant, quand tu as dit, quand tu as dit mais les gens que j'ai rencontrés, ils étaient cool et tout. Alors, ça, ce principe, il est décrit par un des papes de la persuasion et de l'influence, c'est Robert Cialdini. Il parle du principe d'amabilité. C'est dur de ne pas apprécier quelqu'un qui vous apprécie. Dans le livre, c'est page 21 où tu écris ma méfiance diminuait, ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui étaient gentils, drôles et nous avaient parlé de notre famille insolite comme si nous étions des héros. Il était difficile de ne pas les apprécier. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand déjà tu rencontres une personne qui est aimable, qui est gentille, tous on se base quand même sur un ressenti, sur un feeling. Est-ce qu'on fait confiance aux gens ou pas? Bon, bah quelqu'un qui est gentil, qui te fait des compliments, c'est bête, hein. On amadoule les gens comme ça, hein, c'est la flatterie, mais ça peut marcher. Puis surtout quand ils savent aussi qu'ils ont un genre de pouvoir de séduction, que c'est des boîtes de production, que ils arrivent, ils sont là, ils font de la télé, ça fait un peu rêver certaines personnes, tu vois. Et d'un seul coup, ils te parlent super gentiment, ils sont contents, ils te disent ah, on adore ton énergie et tout. Et en plus, tu en rencontres plusieurs. Ça, c'est vraiment un compliment de télé. Oh, j'adore ton énergie, j'adore ce que tu dégages, et c'est vrai que c'est flatteur. Et du coup, tu rencontres une personne, deux personnes, trois personnes. Tu te dis, est-ce que c'est. Enfin, tu vois, du coup,
tu penses pas qu'il y a un truc dans ta tête où tu te dis, non, j'en ai rencontré 5 aujourd'hui, ils sont tous sympas. C'est quand même pas possible que les 5 ils soient en train de me faire de me faire tourner en bateau et que les 5 à la fin, ils vont me la faire à l'envers, quoi, tu vois. Et en fait, si. Si, c'est Mais tout le système. Et ouais, c'est tout le système qui est pourri et tu le sais pas. Quand tu rentres là-dedans, tu sais pas que tout est très bien organisé et qu'ils jouent tous leur rôle à la perfection. exactement, ouais. Pas facile, mais alors c'est ce que tu dis, hein, tu as dit flatterie. Pour moi, c'est vraiment le corbeau et le renard, hein, c'est La Fontaine. C'est objectif de faire baisser la méfiance. Ils sont tous sympas. Tu le redis, page 25, je me sentais flattée, intéressante et soudain investi d'une mission plus grande que moi. Et ça, c'est vraiment très très fort quand on se sent au centre de l'attention. Vraiment, c'était canon. Troisième principe que je voulais voir avec toi, c'est celui de la confidence, du secret, de la connivence. Vraiment, tu vois, c'est genre, hey, c'est toi et moi. Je te dis juste ce truc-là. Tu le dis en page 23 et page 26. Alors, page 23, c'est quand le producteur, je crois, il te dit, hey, en plus, je te fais une confidence. Le directeur de TF1, il t'a adoré et tu es sa candidate préférée. Ça, c'est page 26. Et ça, c'était page 23. Et donc, page 26, tu as, afin d'éviter les fuites, chaque candidat avait un nom de code tiré de dessin animé Disney. Avec mon père, nous avions reçu Timon et Pumba. Donc, tu vois, on est vraiment dans la confidence, on est dans le secret. On te plonge visiblement dans un univers où et c'est pas normal. Comment tu l'as ressenti tout ça? Bah, alors moi, déjà, le coup de la confidence, j'ai cru que c'était vrai. Après, quand je suis rentrée dans la maison des secrets, au bout de 10 jours, j'entends un autre candidat. Il était en train de péter un plomb, machin, il était pas content, il criait. Parce que tu sais, il y en a bon, qui vivent le truc différemment et tout. Puis il y en a un, il était en train de faire ça, je sais pas, de faire son autopromo. Puis il nous parle, on était en train de manger. Il dit, ouais, vous êtes tous des moutons, moi je vais vous manger, vous savez pas. Moi je suis le candidat préféré du directeur de TF1, on me l'a dit. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui dit, putain, toi aussi on t'a dit ça, moi aussi on m'a dit ça. Et là, j'étais en train de manger, je me dis, ah merde. Je me dis, ils nous l'ont dit à tous. À tous, on était les chouchous, les préférés du directeur de TF1. Le directeur de TF1, ça se trouve, il nous connaît même pas. Et on s'est tous retrouvés là en pensant qu'on était le chouchou du directeur de TF1, quoi, tu vois. Donc Bien ça, déjà, sûr. c'est des trucs où effectivement, on croyait qu'on avait des confidences et tout. Le producteur a joué la carte du bon copain avec tout le monde, quoi, tu vois. Le jour où un jour, il revient dans la maison pour nous faire signer des contrats de prolongation du jeu. Et moi, je croyais du coup que j'avais un lien particulier avec lui parce qu'il connaissait mon père, parce qu'il avait joué ce truc-là, je vous adore, vous êtes vraiment beau, machin et tout. Et puis il arrive et d'un seul coup, tout le monde est là, genre yo, ça va mon pote, machin et tout. Et en fait, je me rends compte il est comme ça avec tout le monde, à checker les gens et tout. Et je me dis, ah ouais, lui, en fait, il a joué cette carte-là avec tout le monde. Donc ça, c'était pour le côté connivence. On a un truc entre nous spécial et tout. Évidemment, ça, pareil, ça t'attendrit, tu baisses ta garde et tout. Et puis, il y a le côté, ouais, la confidence et tout. C'est vrai que Endemol avait des techniques comme ça. On avait tous un nom de code. Donc, moi, c'était Timon. Ça te crée aussi quelque part une seconde identité. Une seconde identité de candidat où d'un seul coup tu vis un truc secret et en plus tu peux pas en parler aux gens autour de toi parce que ça va s'ébruiter. On te dit surtout t'en parles pas parce que si ça sort dans la presse que tu vas faire Secret Story, s'il y a ton nom ou ta photo ou ton secret, ça peut être les trois trucs. Ça peut être la photo mais sans ton nom et ton secret mais tu fais pas l'émission, ton nom, genre une meuf qui s'appelle Morgane, machin, qui va faire Secret Story, tu ne fais pas l'émission. Ou alors le secret, il y a une candidate qui aura un papa transgenre, tu ne fais pas l'émission. Donc on te dit ça, donc du coup tu commences à vivre un peu une vie en parallèle où tu prépares un truc de ouf, puis tu peux pas en parler à tes potes et tout. Moi j'en ai parlé, bon, les meilleurs amis, tu leur dis quand même, mais à un moment donné, je l'ai dit à un pote, qui l'a répété à un pote, machin, parce que c'était trop gros. Le mec pouvait pas se retenir, quoi. La meuf va Bien faire Secret sûr. Story, il fallait qu'il le dise à ses potes, machin. Puis là, j'ai dû arrêter de le dire même à tout le monde, même aux gens avec qui j'avais envie de le dire, parce que c'était tellement gros comme truc que les gens pouvaient pas s'empêcher d'en parler. Donc je vivais une double vie et tout, jusqu'au moment où on me dit bah, tu vas partir en isolement dans un hôtel, tu n'auras plus ton téléphone, tu n'auras plus ton portefeuille, machin et tout. Et là, effectivement, ça monte encore d'un cran dans la vie un peu secrète que tu vis, où ta vie de candidate prend le pas sur ta vie normale, quoi. C'est ça, c'est vraiment, ils ont vraiment, tu sais, tout un bouquin de techniques comme ça, de conditionnement mental pour faire plonger les candidats petit à petit. Principe numéro 4, le principe d'autorité. Alors ça, j'ai bien aimé quand on a parlé parce que ça, c'est vrai que en termes d'arnaque, en termes de manipulation, on fait confiance à l'autorité. Tu l'écris page 29, on parle de la charte, ok? La charte de comment on traite les candidats à l'intérieur de la maison.
la dignité humaine, tout ça, quoi. Et tu écris, cette charte avait été validée par un comité composé de grands noms, parmi lesquels Christine Albanel, conseillère d'État, ancienne ministre de la Culture, c'est pas n'importe qui, Elisabeth Badinter, philosophe, Étienne Moujotte, directeur des rédactions du groupe Figaro, donc ancien TF1, et bien sûr Virginie Calmels, président directeur général d'Endemol France. Pour moi, ils étaient tous des gens importants et dignes de confiance. Cette charte avait éteint mes ultimes inquiétudes. Comment, voilà, là tu vois tous ces noms-là, tu te dis, bon, ok, tes dernières résistances, elles sont levées. C'est ça, ouais. Ça, c'était en fait pendant la préparation, c'est-à-dire que j'avais accepté d'être candidate. J'avais signé les papiers, etc. Mais j'avais quand même encore un peu des doutes, des peurs. Et j'en parlais avec la nounou des candidats qui nous gère un petit peu entre les moments où il faut aller faire les photos, faire le tournage du portrait, etc. Et puis, et je lui dis, mais en fait, j'ai un peu peur quand même du traitement des candidats et tout. Et là, elle me dit, non, non, mais t'inquiète pas, nous, on brise pas nos candidats, on n'a aucun intérêt à faire ça et je vais te faire passer la charte déontologique d'Endemol dans laquelle il y a nos engagements et tu verras que vraiment, nous, on est hyper strict sur le traitement des candidats et tout. Et donc là, on me fait passer la charte déontologique d'Endemol et effectivement, je la lis et il y a des super engagements, des trucs. Endemol s'engage à prohiber toute forme de harcèlement moral, à nous fournir un suivi psychologique 24 heures sur 24, à nous informer de la totalité de l'emplacement des caméras et des micros, à nous donner nos heures CSA, qui sont des heures où on n'est pas filmé ni enregistré. Normalement, c'est 2 heures par jour, c'est une obligation légale. Et je vois cette charte-là, et je me dis, ah ouais, quand même, ils sont hyper carrés et tout. Et je vois que c'est signé par le comité d'éthique, etc., validé avec des grands noms comme ça. Et donc là, je me dis, ok, s'il y a ce mécanisme-là qui est en place, c'est quand même une garantie et tout. Donc je me dis, voilà, j'ai un papier. Ce papier, il est signé par des noms de gens importants et reconnus et tout. Donc je crois ce papier-là. Et en fait, il s'est avéré qu'aucune des promesses qui étaient faites dans cette charte n'a été tenue. Et j'ai demandé, une fois arrivé dans la maison, je disais, on n'est pas censé nous montrer l'emplacement des caméras, des micros et tout. Non, 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 on fera plus tard, on fera plus tard. Ça n'a jamais été fait. On n'a jamais eu nos heures CSA. Le suivi psychologique 24 heures sur 24, c'était pas vrai, puisqu'on n'avait même pas accès au confessionnal 24 heures sur 24 et qu'il fallait aller au confesse pour demander à voir la psychologue, qui ensuite était appelée des heures plus tard. Donc c'était pas vrai. Enfin voilà, les heures CSA, on les a jamais eues. Et en fait, il s'est trouvé qu'après coup, quand j'ai demandé, en fait, mais comment ça se fait que cette charte n'ait pas été respectée et tout, on m'a dit, mais en fait, c'était un engagement unilatéral, donc ça n'a aucune valeur juridique. Nous, on s'engage à le faire, mais si on ne le fait pas, ça ne regarde que nous. Donc c'était un peu comme la phrase de Jacques Chirac qui te dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient, tu vois. Et donc ouais, c'est ce truc-là de la figure d'autorité. Moi, je l'ai pris en pleine face, quoi, parce que j'ai cru à cette charte, j'ai cru à ces gens qui l'avaient signée et à ces promesses qui étaient faites. Tu vois, j'avais quand même un document papier qui ressemblait à un contrat et tout, sauf que ça n'avait pas de valeur après coup. Ouais, ça servait à pas grand-chose. C'est vrai que le principe d'autorité, il est vraiment redoutable dans la publicité quand c'est quelqu'un d'important, quand c'est un docteur qui te parle d'un dentifrice, quand c'est le scandale le plus connu en fait, c'est Bernie Madoff. Tu sais, Madoff, il a fait le plus gros scandale financier de tous les temps. C'était lui le chef de la police de la bourse, en gros. Donc il peut pas arnaquer les gens. C'est pour ça que tout le monde lui confiait son cash. C'est le big boss. Il peut pas lui. Et c'est comme tous les, c'est horrible, hein, mais les docteurs accusés de violer leurs patientes et les comptables qui arnaquent leurs clients. Ils sont l'autorité, ils ont les diplômes, donc on leur fait confiance. Donc ça, c'est vraiment terrible. Et le principe d'autorité dans le business, c'est évidemment important de l'avoir pour vous, spectateurs, dans vos pages de vente, dans vos vidéos de vente, tout ça, parce que ça permet d'éteindre la méfiance et de convaincre vraiment votre client que, bon, voilà, votre produit, il est backé, il est soutenu par quelqu'un de intellectuellement ouais, puissant qui va rassurer vraiment là-dessus. On va parler du principe d'urgence maintenant. Le dernier principe, donc page 42, tu écris, alors c'est le producteur qui parle, signe et fait vite. Ces changements d'attitude, passant de la sympathie à la froideur autoritaire, sont caractéristiques de la production. Ça nous prend de court et on a tendance à faire plus facilement ce qui nous est demandé, en tout cas au début. Ça, tu as progressé par la suite, tu as compris qu'il y avait un petit truc qui se passait. Et en page 55, tu dis que le producteur, justement, te dit, ah non, non, c'est pas le producteur, c'est la voix qui te dit, Morgane, tu dois changer les piles de ton micro immédiatement. Tu Ouais. vois, et pareil, j'ai perdu la page, j'ai pu retrouver où elle était, celle où le producteur, il rentre dans l'émission, vous êtes à table pour vous faire signer l'avenant au contrat, parce que visiblement, donc l'émission, elle est prolongée. C'est toujours dans l'urgence, l'urgence, l'urgence. Comment tu le perçois, ça? Bah, en fait, c'est une façon de nous. En fait, on t'explique jamais à l'avance
qu'on va te faire signer le contrat. Ils sortent de nulle part, les contrats. On vient te voir pour autre chose. Puis d'un seul coup, c'est en fait, contrat, tu vois, le truc qui sort de nulle part. Et puis on te le donne et on te parle en même temps pour que tu puisses pas vraiment te concentrer sur ce que tu lis. Et ouais, du coup, il y a toujours ce truc où ça sort de nulle part et on te dit, au fait, il faut que tu signes le contrat. Et c'est maintenant, si, parce qu'il faut tout de suite que ça parte au juridique, on n'a pas le temps. Et toi, tu es là. Et il y a ce truc où c'est con, hein, mais tu veux pas faire chier. Donc tu te dis, bon, bah, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, c'est urgent, je le fais vite. Alors que non, il faut pas signer les contrats rapidement. Ça paraît évident après quand tu es plus âgé, quand tu as un peu plus d'expérience et tout. Quand tu as 20 ans, t'as pas forcément ce recul-là sur les choses. Donc ouais, on te dit vite, vite, signe. C'est un peu comme le truc quand tu es chez ton opérateur mobile et que tu signes les conditions de vente, etc. Tu signes vite, tu vas pas tout éplucher. Et donc plusieurs fois, ouais, il nous a fait le coup de venir. Alors la première fois, on me fait signer dans une voiture. Il arrive, il rentre. Moi, je suis à l'arrière avec mon agent de sécurité. Lui, il arrive, il rentre par devant. Il se retourne et me dit, tiens, ton contrat fait le règlement du jeu, il faut que tu signes et tout. Donc je commence à vouloir lire le règlement. Puis là, il voit que je lis, ça lui plaît pas parce qu'il y avait tout plein de trucs qui étaient expliqués par rapport au mécanisme du jeu et tout. Et il commence à me dire, ouais, vas-y, dépêche-toi parce que là, j'ai vu des paparazzis et tout. Je pense qu'ils vont prendre des photos. Ils m'ont vu rentrer dans la voiture. Donc moi, tu vois, je me retrouve comme ça. Depuis le début, on me dit, attention, si les paparazzis te prennent en photo, tu feras pas l'émission et tout pour me mettre aussi dans le secret. Donc là, je suis dans la voiture. Mon agent de sécu me dit, bah, baisse-toi, reste pas devant la fenêtre et tout. Donc je suis comme ça en train de signer le contrat. Enfin, tu vois, en train d'essayer de lire et tout. Donc finalement, mais je l'ai quand même lu. Je lui ai dit, attends, je lis au moins une fois chaque page et après je te le rends. Donc hop, tac, je lui rends. Mais moi, je l'ai lu un peu, mais du coup, je m'en rappelais pas après hyper Bien bien. Et sûr. tout, alors que c'était le règlement du jeu, que c'était important. Et puis plus tard dans la maison, ouais, il est venu. Pour la deuxième fois où l'émission était prolongée parce qu'il y avait des bonnes audiences et tout, il vient, on est tous en train de manger à table, machin, puis il arrive avec les contrats et il rentre en disant coucou, ça va, ouais, trop bien, on prolonge encore l'émission et tout. Ah mince, vous êtes en train de manger, j'avais pas vu. Bon bah, on fait ça vite, j'ai des contrats, je vous fais passer les stylos et tout, on signe vite, je veux pas vous déranger. Bah si tu veux pas nous déranger, viens pas pendant qu'on mange. Le mec, il nous voit sur les caméras toute la journée. J'avais pas vu. J'avais pas vu que vous étiez tous en train de manger. J'ai pas du tout choisi pile ce moment-là pour venir avec mon contrat. Vous êtes là avec vos fourchettes en main et tout. J'avais pas du tout vu sur mes 24 caméras que vous étiez tous dans le salon en train de manger, tu vois. C'est ça, c'est vrai, c'est vraiment dur, quoi. Quand tu te rends compte de tout ça, tu te dis: «C'est abusé». Bon, pour nous, copywriters, le principe d'urgence, il est utile, quand on met un timer, tu vois, sur une page. Tu as déjà dû voir ces trucs sur Instagram, offre limitée, seulement pour les 100 premiers. L'urgence, c'est toujours quand on fait une offre qui s'arrête 2 jours plus tard. C'est ce que, vous pouvez retrouver aussi, je pense à, les sites de la SNCF ou, Booking ou TripAdvisor, tu sais, où tout est toujours en rouge, ça Ouais, ouais. clignote et il faut Il y a vite, toujours vite. une plus que deux produits en stock. C'est ça, C'est genre toujours. achète maintenant, quoi, tu vois. Ouais, 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 toujours l'urgence, ça fait partie vraiment des dark patterns, hein. C'est ce qu'on utilise le plus dans le copywriting. C'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Moi, Moi, personnellement, j'ai je en vais dire un truc sur dis-moi. Ouais, bien sûr. c'est que moi, maintenant, quand on me met la pression, quand on me met dans l'urgence, c'est plutôt un truc qui me fait me rétracter. Parce que du coup, je sens qu'on Bien essaie de sûr. me porter la main, ça me saoule. Je me dis pourquoi il essaie, c'est qu'il essaie de m'arnaquer sur un truc comme ça. Donc moi, ce principe-là de attention, dépêchez-vous et tout, c'est limite plutôt antinomique parce que ça me fait plutôt me dire non, non, ça suffit, j'en ai marre qu'on soit là à me dire allez, allez, vite, vite, vite et tout, quoi. Ouais, bien sûr, ça peut être contre-productif, c'est vrai, sur les personnes qui connaissent un peu ces mécanismes-là. Mais Morgane, super, un grand merci de nous avoir raconté tout ça. Moi, j'ai des questions maintenant sur le titre. Pourquoi ce titre-là? Est-ce que tu as eu d'autres titres? Est-ce que tu as eu d'autres titres de travail? Qui a choisi tout ça? Et puis, raconte-nous un peu la couve, la photo, le sous-titre, vraiment le côté écriture. Ah bah écoute, c'est une grande histoire, la couve et le titre, parce que moi, depuis le début, je voulais l'appeler 13 semaines. Ok, Et voilà, parce que ça correspond à mon histoire, parce que, enfin, tu vois, moi, je suis restée 13 semaines dans le jeu, le 13, c'est mon chiffre, et je trouvais que 13 semaines, c'était bien, c'était un peu intriguant et tout. Et en fait, après, la maison d'édition trouvait que c'était peut-être pas forcément assez clair par rapport au sujet du livre, par rapport au thème. Donc, il y a eu des réflexions sur le fait de l'appeler potentiellement la maison des secrets. Et finalement, au niveau juridique, c'était pas du tout possible puisque la ouais, maison bien de secret, sûr. c'est une marque déposée. Ensuite, on m'a proposé de l'appeler l'envers du décor, mais j'aimais moins. Moi, je trouvais que 13 semaines, j'aimais bien ça, j'aimais bien le côté chiffré. Je trouvais aussi qu'il y avait un côté, que c'était élégant, tu vois. C'était pas le truc genre mon livre choc sur la télé-réalité, tu vois. C'était Ouais, 13 bien sûr. semaines.
c'est plutôt sobre et vu le sujet, je trouve que c'était important. Donc voilà, on l'a appelé 13 semaines. Après, il fallait quand même expliquer aux gens de quoi ça parle. Donc il y a un sous-titre Bien qui sûr. s'appelle Ce que vous n'auriez jamais dû savoir sur la télé-réalité, qui à ce moment-là, effectivement, explique que oui, il y a quand même des révélations sur la télé-réalité et tout, mais c'est pas genre, pardon, je m'étouffe, c'est pas genre, attention, on va tout déballer et ça va être sanglant et tout. Parce que moi, je voulais pas faire un truc dans ce ton-là. Au contraire, vu la télé-réalité et le ton global de la télé-réalité, et vu le ton de mon livre, moi, mon but, c'est de parler de mon expérience, d'étudier ça, les mécanismes, comment on m'a manipulé pour me faire faire tout ça, et donc comment peut-être d'autres personnes peuvent se protéger de ça en ayant Bien conscience sûr. de ces techniques. Même le public qui se fait manipuler aussi. On utilise vraiment l'empathie des gens pour les manipuler. Nous, on nous pousse à bout parce qu'ils savent que plus on va pleurer, plus les gens vont s'attacher à nous, et plus après, ils vont rester devant l'écran et ils vont voter. Et donc, nous, on est utilisé pour attendrir les gens, pour provoquer de l'émotion, et on est poussé à bout aussi d'une autre manière à l'intérieur. Donc, finalement, la production, elle nous arnaque, nous, elle arnaque les gens, et au final, tout le monde se fait exploiter, sauf eux. Donc, c'est pour ça que j'en parle aussi. Et donc, la couverture, la photo de couverture, on a fait beaucoup d'essais et tout, mais moi, je voulais quelque chose de sobre, d'assez élégant, justement pour montrer que une candidate de télé-réalité peut faire une couve comme ça, qui n'est pas racoleuse, Trash, qu'on bien n'est pas sûr, ouais, ouais. stéréotype qu'on essaye de faire passer. Donc on a fait un shooting avec un photographe qui était vraiment bien, que je connaissais d'avant, qui fait des super portraits, qui s'appelle Manuel Braun, et qui fait toujours des portraits fidèles à l'image des gens. Et d'ailleurs, il a fait beaucoup de portraits de politiciens, de philosophes et tout. C'est hyper intéressant ce qu'il arrive à faire ressortir des gens. Donc j'ai fait ce shooting, voilà, en essayant de faire une bonne couve et tout. Ça, c'est beaucoup de questionnements, la couve, parce que tu sais aussi que le Bah visuel, oui, c'est ce qui attire les gens, enfin c'est ce qu'ils voient en premier. bien Donc les gens sûr. se font à la première opinion qui prend ces fameuses 3 secondes. Je crois, c'est ça, hein, la première C'est opinion. ultra rapide, ouais, Ouais. ouais, c'est ultra Ce rapide. jugement en fait instinctif de est-ce que j'aime ou j'aime pas. Et donc moi je voulais pas faire un truc racoleur et tout parce que justement j'en ai trop eu de ce truc de télé-réalité hyper stéréotypé, racoleur et tout. Je voulais montrer que moi, candidate, je ne suis pas comme ça, même si j'ai participé à un programme qui était comme ça. Et donc cette fois-ci, c'est moi qui raconte mon histoire, donc c'est ma personnalité, mon ton. Et c'est pour ça qu'on a choisi finalement ce titre-là, 13 semaines, qui est sobre, une couverture sobre. Et donc ça permet aussi je pense, de réussir à toucher des gens qui seraient peut-être réfractaires à la base en se disant ah non non moi j'aime pas ces programmes, et de leur dire non, le ton du livre c'est pas ça, et ça passe en premier par le visuel. Bien sûr. Non, et c'est vrai que dans le livre, tu es relativement sobre et comme tu le dis, en fait, c'est pas trash au sens où tu aurais pu dégommer deux, trois personnes à l'intérieur de la maison. De temps à autre, tu donnes pas les noms, tu donnes pas Ouais. les prénoms. Tu as une telle candidate, alors qu'on sent, elle aurait pu la dégommer. C'est très sobre, c'est vraiment très chouette, ça se lit très très bien. Donc, 13 semaines est disponible dans vos librairies et sur Amazon, la Fnac, partout. Je vous Ouais. mets le lien directement sous la vidéo. Pour suivre Morgane au quotidien, c'est sur Instagram et sur sa chaîne YouTube. Son blog aussi, toujours le blog Morgane? Le blog, non, je l'ai un peu mis en pause parce que les Ok, réseaux sociaux ont pris tellement le pas que maintenant je fais du contenu Instagram, YouTube, mais je prends plus le temps de faire l'article en plus où je réexplique ma vidéo. mais bien sûr, Et tout. bien Mais sûr. du coup, ouais, Instagram, c'est @mogow, Mogow, et un petit tiret en bas. Top. Ça, Underscore. ça s'affiche sur l'écran, ça Ah, trop bien, s'affiche. hein, trop bien. Bah voilà, et la chaîne YouTube Morgane Anselme. Superbe. Ben Morgane, merci beaucoup. Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, pareil, je peux vous recommander un livre, deux films et une série. Donc, on parlait Philippe Barterotte, La Tentation du Nil. Il y avait The Truman Show aussi, The Truman Show qui était un peu le vrai début pour nous, hein. C'est là qu'on a découvert avec Ed TV, donc qui était aussi un film sur le sujet. Et je ne sais pas si tu avais vu, Morgane, la série, c'était en 2016, la série qui s'appelait Unreal. Ouais, C'était, ouais, on ouais, suivait la nanny d'un bachelor fictif, tu vois. Et ça, c'est là que ça vous permet vraiment de vous rendre compte que bon, la télé qu'on vous vend comme réalité, c'est de la télé, c'est mais très réalité, scénarisé. Ouais, ouais. exactement, exactement, tout est écrit. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Pensez à vous abonner en cliquant sur le petit logo, les mots magiques à droite pour recevoir directement les nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires. Je réponds à tout le monde et on les enverra à Morgane si elle ne les voit pas, si vous avez des questions pour elle. Et n'oubliez pas non plus de télécharger votre e-book gratuit Copywriting Cash, les 10 secrets indispensables des meilleurs copywriters. Il vous attend dans les commentaires sous la vidéo.
On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le copywriting et les principes de persuasion. D'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire. Merci Morgane.